On apprend à danser comme on apprend à vivre. Et comparativement au métier de danseur, le métier de professeur de danse a une formation beaucoup plus tracée et ministérielle et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. En effet, le diplôme d'État est la formation par excellence pour enseigner le jazz, le classique et le contemporain en France. Donc aujourd'hui, on va parler du DE en danse en essayant de comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là, qui peut le passer, mais aussi où et à quel prix. C'était de base le seul sujet de cette vidéo, mais ça a dérapé et j'ai décidé d'élargir autour de quelques autres formations, mais aussi de questionner le pourquoi du comment et d'essayer de voir comment ces formations peuvent former, mais aussi déformer cette passion qu'est la danse. Le diplôme d'État est spécifique à ces 3 styles de danse, mais je vous invite à intéresser, peu importe le style que vous pratiquez ou que vous connaissez. Déjà parce que c'est intéressant de savoir un peu ce qui se passe pour les autres styles de danse, mais aussi parce qu'il y a des danses qui sont en débat, comme par exemple le hip-hop, mais on y reviendra. Aussi, ça ne comprend pas les danses de couple comme la bachata ou le rock, ni la zumba ou les talons, ou encore les danses indiennes et africaines, et c'est des voies que je ne connais pas du tout en termes d'accès en formation, mais si ça vous intéresse, enfin si vous avez vraiment envie, je peux voir ce que je peux faire et essayer de faire des recherches. Dites-le moi en commentaire. En faisant mes recherches, j'ai juste trouvé le CQP qui est un certificat de qualification professionnelle en animateur danse et j'ai vraiment pas beaucoup trouvé de précision sur cette formation, mais j'avais quand même envie de vous donner l'information. Donc c'est une formation qui est qualifiante et qui permet d'enseigner la danse a posteriori, qui semble axée sur la pédagogie et la gestion des groupes, mais qui ne permet pas par contre d'enseigner le jazz, le classique et la danse qui sont concernés eux par le DE. DE c'est simplement l'acronyme de diplôme d'État, il en existe dans plein de domaines, la santé, le social ou l'animation, et il en existe dans le domaine de l'enseignement artistique et c'est de là qu'est concerné le diplôme d'État en danse. Sont aussi concernés la musique, le théâtre et le cirque, mais aujourd'hui on va vraiment s'axer sur la danse. Comme c'est un diplôme d'État, il va falloir comprendre quelques acronymes comme la DRAC, les UV, les VAE, le DE et aussi le AT et ça fera peut-être réviser ceux qui ont déjà vu cette vidéo, mais c'est ce qu'on va aussi voir aujourd'hui. En 1989, une loi sur l'enseignement de la danse est rédigée et elle sera vraiment mise en application, comme chaque loi qui prend un peu de temps, vers 1995. Pourquoi cette loi? Eh bien dès le début, on peut lire, je cite, « L'apprentissage et la pratique de l'art de la danse font appel à une éducation artistique mettant en jeu le corps. Ces activités peuvent entraîner des risques physiologiques importants, notamment pour les plus jeunes. C'est la raison pour laquelle un diplôme d'État obligatoire pour l'enseignement de la danse a été institué par la loi du 10 juillet 1989, dont la mise en œuvre a été confiée au ministère chargé de la Culture. Le but étant d'assurer aux élèves et aux familles, par la création d'un diplôme d'État, une réelle garantie de la qualification des enseignants de danse classique, contemporaine et jazz, mais aussi d'instaurer des normes précises minimales quant aux locaux où est dispensé tout enseignement de la danse sur le plan technique, de la sécurité et de l'hygiène. » Fin de citation. On a donc des arguments sécuritaires qui priment, notamment à l'intérêt des pratiquants. L'idée c'est donc qu'on ne blesse pas les enfants à qui on donne des cours de danse. Mais je me suis du coup demandé pourquoi ces styles de danse et pas les autres. Et pareil, j'ai eu quelques bribes de réponses en faisant quelques recherches, notamment au niveau du contexte. Dans l'histoire de la danse, je vous parlais brièvement de Jack Lang, qui dans les années 80 a vraiment soutenu et développé la culture chorégraphique en France. Et je crois qu'il n'avait pas envie de faire ça qu'à moitié. Je vous montre juste un peu quels sont les gens qui ont signé ce document et on voit que ce sont des personnes qui avaient vraiment envie de soutenir la danse, notamment au niveau ministériel, et qui l'avaient développé au niveau professionnel. Ça semblait donc cohérent de le développer aussi au niveau de l'enseignement, puisque souvent ce sont des personnes qui ont une pratique de danse amateur qui vont aller vers une pratique de danse professionnelle, dans la majorité des cas. Il fallait donc encadrer et gérer cette formation-là, notamment au niveau de l'enseignement et de la transmission. La danse classique est un symbole de la France et depuis sa création, il est dans le réseau royal, dans le réseau des politiques entre guillemets, et ça ne me semblait pas cohérent de l'exclure de cette loi. La danse contemporaine, elle, comme on l'a vu, était soutenue par ce projet-là, ça semblait donc cohérent de continuer à faire cette formation-là. Et le jazz, il est un peu à part, je trouve qu'en tant que cousin du hip-hop qui lui arrive directement dans les années 80, donc au moment où la loi s'instaure, c'est un peu trop frais et c'est vraiment pas trop dans les conservatoires qu'on le trouve. Le jazz, lui, il est instauré depuis plus longtemps, il est vraiment pratiqué par une bonne partie des personnes en amateur. Ça semble donc cohérent de l'inclure dedans, même si ça reste un peu à part. Alors, qui peut le passer? Et bien déjà, il faut du coup se spécialiser dans une de ces 3 disciplines, le jazz, le classique ou le contemporain. On peut passer plusieurs, voire les 3, mais ça veut dire qu'il faut passer plusieurs examens. Ensuite, il faut avoir au moins 18 ans au 31 décembre de l'insertion de la formation, avoir un casier judiciaire vierge dans une certaine mesure, avoir eu son EAT ou son DEC, dans la discipline que l'on demande, poser un CV, mais aussi tous les papiers administratifs qui vont permettre de soumettre une candidature. En ce qui concerne les handicaps mentaux et physiques, les informations sont lacunaires et imprécises. On trouve dans la notice explicative de l'insertion de l'EAT la possibilité de, je cite,
Démontrer des variations au lieu de les exécuter en cas d'accident, de lésion ou de maladie, interdisant à titre définitif des efforts importants. Le candidat doit alors fournir un certificat médical attestant le caractère irréversible de cette incapacité. Mais dans le dossier d'inscription de l'EAT toujours, il est demandé un certificat médical original de non-contre-indication à la pratique de la danse datant de moins de 3 mois. Pour moi, il faut donc définir ce qu'est un effort important, mais aussi ce qu'est la danse, parce que ça reste très vaste. Et j'ai l'impression que dans cette partie-là, on parle vraiment de l'aspect sportif de la danse, dans son aspect technique, car je connais très peu de personnes qui ont été exclues de cet examen, en tout cas qui ne l'ont pas eu pour des raisons artistiques lacunaires, alors que pour des raisons techniques, j'en connais déjà beaucoup plus. Ce qui m'interroge, c'est que ça relève de l'aspect sportif, mais c'est le ministère de la Culture qui se charge de tout ça. Tout cela me laisse un peu perplexe, mais personnellement j'ai envie d'encourager les personnes en situation de handicap ou ne serait-ce qu'en situation particulière à aller chercher des réponses à des questions, à chercher des solutions et des adaptations si vraiment c'est une envie profonde. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je pense que c'est nécessaire. En France, on considère qu'enseigner la danse, c'est aussi enseigner un art, une pratique, une histoire, et donc la pratique semble essentielle à l'enseignement. Seulement, en tant que prof de yoga, je le vois vraiment pareil, c'est-à-dire que je me dis qu'il faut que j'ai pratiqué pour pouvoir ensuite transmettre un savoir. Mais ça ne veut pas dire que parce que moi j'ai une pratique comme celle-ci, les problématiques des autres seront les mêmes. Il y a une faculté d'adaptation qui semble vraiment nécessaire. Il suffit que la personne ait des tendons de telle taille, ou bien une hyperlaxité, une hypersensibilité, ou même juste un blocage ou une contraction musculaire pour que l'adaptation doive se faire et varie. Donc cette faculté d'adaptation et de compréhension semble nécessaire, mais elle semble aussi se travailler et s'aiguiser avec le temps et la pratique de l'enseignement, et ne semble pas être vraiment régie par un handicap. Bon, voilà un peu pour les sélections de cet examen, mais il existe des solutions. Par exemple, si on est enseignant à l'étranger, on peut demander une équivalence, ce que l'on peut aussi demander quand on a été artiste-interprète. Ça s'appelle une VAE, une validation d'acquis d'expérience, qui correspond du coup à une certaine reconnaissance. Il y aura des épreuves à passer, mais ce ne sera vraiment pas aussi lourd ou aussi important. Ces mesures sont destinées à favoriser l'insertion et la reconversion des danseurs dans le milieu qui envisagent souvent, après une carrière d'interprète, de se reconvertir en tant que professeur de danse. Et on en reparlera un petit peu aussi après. Du coup, cette validation d'acquis d'expérience, elle correspond notamment à un nombre de cachets dont il faut prouver l'existence. Les cachets, c'est dans le régime de l'intermittence. C'est peut-être un sujet dont je ferai une vidéo parce que ça peut sembler très flou et sombre quand on n'y est pas dedans, mais c'est assez important et notamment c'est assez relié au métier de danseur. Pour la VAE, je vous mets des liens en description parce qu'il y a des endroits où c'est très bien expliqué avec beaucoup de précision, donc ce sera sûrement beaucoup plus intéressant. Et c'est pas totalement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, imaginons que c'est bon pour vous à tous ces niveaux, il reste encore une question qui ne peut pas être ignorée, la question budgétaire, car la majorité de ces formations sont payantes. Je vous ai fait une carte qui référence tous les lieux de formation réglementaires en France, et je vous mets un peu tous les liens en description pour essayer d'y voir plus clair. Je vous invite vraiment à les voir au cas par cas, car ce n'est pas parce qu'une formation est validée par le ministère qu'elle n'est pas payante, elle peut être privée ou publique. Dans le meilleur des cas, elle vous coûtera une centaine d'euros. Dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'à 6 à 8 000 euros l'année, sachant qu'il n'y a pas qu'une seule année, ça peut faire vraiment un budget. Donc selon votre situation et vos possibilités, je vous invite à aller vraiment voir au cas par cas. Il y a vraiment des endroits où on peut obtenir des subventions et des aides, ou bien on peut aller dans des écoles publiques qui sont peut-être moins coûteuses, ou encore choisir d'investir dans une formation si elle nous tient à cœur. Car chaque formation a ses professeurs, ses sensibilités, ses apports et ses diversités, et certaines peuvent être vraiment particulières. Néanmoins, il reste quand même une base commune qui a été donc dictée par le ministère et qui fait que chaque formation aura des points similaires quoi qu'il advienne. La formation est donc calquée sur des attentes du ministère qui sont décrites ici même dans l'article 6 que je cite. Alors la formation est organisée en 4 unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance de 4 UV constitutifs du diplôme. Une unité de formation à l'UV de formation musicale d'une durée de 100 heures, une unité de formation à l'UV d'histoire de la danse d'une durée de 50 heures, une unité de formation à l'UV d'anatomie physiologie d'une durée aussi de 50 heures. Et enfin une unité de formation à l'UV de pédagogie d'une durée de 400 heures, comportant donc les 3 options de classique, jazz et contemporain. Les domaines de connaissances afférentes à chacune des unités de formation ainsi que les modalités d'évaluation de ces unités de formation sont fixées par l'annexe 1 au présent arrêté. Ça vous donne donc une idée du volume horaire de ces formations mais aussi des contenus qui peuvent être abordés. Néanmoins, je vous laisse aller voir dans la description, je vous ai mis le lien d'un blog où il y a tout un article sur une personne qui témoigne de toutes ces années de AT et de DE
où elle explique vraiment par exemple les dissertations qu'on peut aller faire, les formations qu'on peut aller voir, les conférences, etc. Donc ça reste assez intéressant si vous voulez plus de précision. Allez voir là-bas. Le diplôme d'état de professeur de danse a été homologué au niveau 3, ça correspond à un bac+2 et il correspond aussi à l'enseignement technologique. Toutes les personnes qui font cette formation ont le statut étudiant et bénéficient des droits qui vont avec. Cette formation, avec tout son contenu, a pour but aussi de mettre l'étudiant en formation pédagogique, en situation pédagogique même, et on trouve quelques variations voilà, dont je voulais vous parler, avec certaines conférences, certains meetings, certaines sorties, des concerts, des spectacles, etc. qui peuvent être proposés par les formations elles-mêmes et qui peuvent faire varier un peu les sensibilités des formations en elles-mêmes. Voilà, ça reste très intéressant, voilà. Tout cela semble très théorique et on va pas se mentir, ça l'est pas mal, mais on a aussi quelques cours de danse dans cette formation qui nous permettent de continuer la pratique et garder un certain niveau, ainsi que du coup des mises en situation où on va donner des cours à des enfants de différents âges, de différents niveaux, de différents endroits dans notre style de danse. Et j'ai l'impression que les personnes qui ont fait cette formation, quand elles en sortent, se sentent vraiment prêtes à enseigner. Ce qui est plutôt cool. Mais après du coup, on peut enseigner en freelance, dans le privé et dans le public. On peut vraiment donner des cours dans une école de danse. Ça peut être vraiment devenir professeur à plein temps, mais ça peut aussi être seulement donner des stages ou encore être une formation complémentaire. Je connais des gens qui ont fait cette formation pour aller vers d'autres domaines et pour vraiment avoir une grosse base sur cette partie-là. Mais pour ceux qui ont envie d'en faire leur revenu principal, j'avais quand même envie d'évoquer le salaire. Cela fonctionne par convention territoriale et c'est calculé en points. Il peut y avoir des modulations possibles, par exemple avec des remplacements ou des mises à niveau, etc. Ou même des augmentations. Et ça, donc ça se calcule en points. On a le niveau 2 qui correspond à 255 points, ce qui donnait en 2017 1542,75 € brut pour un service hebdomadaire de 24 heures sur la mensualité. Je dis brut parce qu'on a un salaire net et brut et donc le net sera moins élevé, ça correspond au salaire que l'on gagne après la déduction des charges sociales, ce qui donnerait pour le même volume horaire de travail 1187 € par mois. Dans le quotidien, je connais quasiment aucun professeur de danse qui vit à temps plein d'enseignement dans une seule école, ou à la limite, sauf si c'est son école, mais en général les enseignants vont d'un endroit à un autre et donnent des cours différents parfois, à différents niveaux, à différents horaires et à différents endroits. Il est aussi important de continuer à s'enrichir, à prendre des cours, à se former et à prendre du temps pour soi, ce qui peut être facilité notamment parce qu'il faut penser que les écoles de danse se calent souvent sur les vacances scolaires et donc ça donne des temps de travail où on peut avoir de grosses pauses, mais ça veut aussi dire des grands temps sans un salaire sûr. On peut peut-être donner des stages, mais c'est quelque chose à réfléchir, je pense. Au quotidien, la musique est aussi vraiment importante. La culture musicale peut vraiment rythmer et signer les cours que l'on donne en leur donnant une vraie identité. Tout comme les chorégraphies qui peuvent être assez personnelles et les professeurs que je connais les travaillent souvent à la maison pour les enseigner ensuite en cours. Le rapport entre la vie professionnelle et la vie personnelle peut être ténu et c'est vraiment un métier où on a un investissement humain fort. C'est aussi quelque chose à penser. C'est un métier où l'on donne beaucoup mais aussi où l'on reçoit beaucoup. Il faut savoir gérer des danseurs mais aussi des amateurs, leur donner des pistes et des possibilités d'évoluer tant artistiquement, socialement, techniquement ou encore créativement. Et ensuite après le DE on peut choisir de passer son CA qui est un diplôme un peu au-dessus qui signifie certificat d'aptitude et qui permet d'avoir vraiment un complément à la formation et d'accéder à d'autres niveaux d'enseignement aussi. Ça semble super intéressant et enrichissant mais je vous mets tout ça en description pour aller voir un peu plus loin, si vous voulez. Les professeurs de danse peuvent être souvent des piliers dans notre vie. Ils nous apprennent pas seulement à danser, mais aussi à être vis-à-vis de nous-mêmes, à nous exprimer différemment, à se trouver vis-à-vis de son être, mais aussi vis-à-vis des autres, à travailler avec autrui et à accepter la différence. On a aussi une certaine rigueur, mais aussi trouver l'amusement, et ça peut être vraiment parsemé de haut et de bas. Et il y a vraiment des professeurs qui peuvent être très présents là-dedans. En revanche, ce que je trouve dommage, c'est les professeurs qui enseignent par dépit. Ceux qui se sont dit, voilà, bon, j'aurais aimé faire une carrière de danseur, mais ça me semble trop compliqué, trop éloigné. Je ne sais pas pour quelles autres excuses ils ont choisi le métier de professeur de danse, sans que ce soit quelque chose qui leur donne envie. Et je ne crache pas sur tous les gens qui font ça, dans le sens où je me dis qu'il y a vraiment des personnes chez lesquelles ça libère une passion qui était un peu enfouie ou cachée, la passion de l'enseignement, du partage, et qui permettent de continuer dans le milieu de la danse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé sur des sites, par exemple, voilà, vous voulez vivre de la danse, le métier de la danse vous intéresse, danser est votre passion, devenez professeur de danse. Ce n'est pas la même chose de danser et d'enseigner, ce sont vraiment deux milieux différents qui peuvent se coordonner totalement mais qui ne sont pas similaires. Et à mon avis ça ne vaut pas la peine d'aller vers le métier de professeur de danse si c'est pour dégager une amertume et parfois on se retrouve avec des professeurs qui
des vols aussi, enfin qui peuvent donner une de certaines attentes à des personnes, essayer de leur faire vivre leurs rêves. Et je trouve ça très difficile et très compliqué à recevoir, et pour les professeurs et pour les élèves. Bref, selon moi, ce métier demande quand même une certaine humilité, puisqu'il faut vraiment offrir à l'autre pour qu'il se révèle. C'est vraiment un don que l'on offre. C'est aussi un partage, comme on peut trouver dans certains cercles en danse. Voilà, je vous avais dit qu'on reviendrait à ces questionnements qui animent un peu le milieu, notamment au niveau du hip-hop. La question, c'est vraiment, faut-il le faire entrer ou non dans le DE? Ça a été un questionnement qui, à ma connaissance, n'a pas encore de résolution. De ce que je vois, le hip-hop semble hyper intéressant au niveau politique. Le côté urbain rejoint les besoins d'intégration sociale. Cela semble peut-être créer un lien avec une jeunesse vue comme en perdition. Le côté hyper populaire mais aussi hyper diversité permet de toucher avec un impact fort une grande diversité de personnes. Et il y a aussi ce côté un peu ascenseur social où on voit des personnes passer de la rue aux opéras, et le statut du danseur évolue dans le hip-hop avec une vraie créativité et une vraie personnalité. Mais si je tiens à revenir dessus, ce n'est pas forcément pour questionner le hip-hop dans cette case, mais plutôt la case dans laquelle on essaye de mettre cette danse. On revient au questionnement de la définition comme bride ou comme libération, et la mesure semble rester une solution. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de questionner les cases dans lesquelles on peut poser ces définitions. Je ne siège pas au ministère et je n'ai pas idée des raisonnements qui ont constitué cette construction-là, mais je trouve que ça reste intéressant de les repenser. Quand j'ai préparé mon EAT, je n'ai pas eu le droit de passer la variation garçon pour une raison qui peut sembler évidente à vos yeux, malgré qu'elle me semble dépassée. Mais cette année, j'ai une amie qui a pu passer la variation de son choix, à mon plus grand bonheur. On semble voir quelques évolutions, mais par exemple quand je vois que j'essaye d'amener la mouvance israélienne ou belge dans le contemporain dans les débats, et que ça semble un sujet, je me questionne encore sur la contemporanéité de cette danse-là, qui semble plus ministérielle que actuelle. J'ai l'impression qu'on a beaucoup aiguisé des outils techniques pour faire une vraie démonstration d'une formation en danse, plutôt que d'en faire un vrai outil d'expression. Et à ce moment-là, je ne reconnaissais même plus ma passion. C'est aussi pour ça que je me suis permis d'aller voyager et d'aller danser ailleurs. Et ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est que ça m'a beaucoup aidée. Et il est sûr que l'influence des voyages sur ma perception de la danse est vraiment forte, mais ça n'empêche pas que la notion de danse devient de plus en plus variée, et la façon dont on l'enseigne, c'est aussi la façon dont on la transmet, la façon dont on la fait vivre, et donc dont on la définit aussi. Et d'avoir pu danser autour du monde ne m'a pas montré une danse mondialisée, mais au contraire une belle diversité qui peut se traduire notamment à travers les histoires, les éthiques, les énergies, mais aussi les valeurs des danses qui sont véhiculées. C'est un bon départ. Dans ce diplôme, on étudie aussi l'histoire et la musique, mais j'ai l'impression qu'on reste quand même à placer des cases très froides pour un métier qui est l'un des plus chaleureux. J'ai l'impression que l'on n'est pas totalement prêt à accepter l'altérité et qu'on a besoin de repenser ces cases pour peut-être permettre à la danse de se libérer et de s'envoler. Alors voilà quelques professions d'axes de pensée, de réflexion. N'hésitez pas à compléter tout ça. Je trouve néanmoins que la danse amateur et en France et l'enseignement peut être vraiment magnifique. Je trouve qu'il y a une dynamique incroyable avec des personnes qui créent des choses très très belles. Voilà, mais n'hésitez pas si vous avez envie d'échanger, j'avais envie de vous proposer tout ça. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si vous avez des lumières à ajouter, n'hésitez pas à les partager ou à compléter dans l'espace qui est dédié pour ça. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite une très belle journée.